Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au programme de cette émission, on ouvre avec notre focus 2 amis, une caméra et la ville comme terrain de jeu. Paul et Clément ont fait de leur passion une aventure partagée avec des milliers d'abonnés. Avec leur chaîne Hit the Road, ils font du parcours une discipline partagée, spectaculaire, voire inspirante. On découvre leur portrait dans un instant. Et puis quand elle est sur ce plateau, c'est pour nous partager son idée derrière la tech. Et Tanit Belaïch, bonjour. Bonjour Lisa. De quoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concours dont on n'a quasi pas entendu parler en France, mais qui a eu lieu en Chine il y a quelques jours. Je vous donne un petit indice. Il tourne autour des réparations d'iPhone. Je vous en dis pas plus. Bon, on a hâte de découvrir ça. Quant à notre sujet du jour, il touche à notre sécurité en ligne et plus particulièrement à celle des établissements d'enseignement supérieur, cible privilégiée des cybercriminels en cette rentrée. Alors, base de données massive, infrastructures fragiles, étudiants peu formés, c'est une mine d'or pour les hackers. Alors, comment protéger nos campus et quels sont les bons gestes à adopter? On en parle avec notre invité, Aymen Benawisha. Bonjour Lisa. Vous êtes Solution Engineer chez Outpost 24, expert en cybersécurité. On découvre tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord place au focus. Ces adeptes de l'extrême s'invitent à travers le monde dans des lieux insolites. Paul et Clément de la chaîne YouTube Hit the Road repoussent les limites de l'exploration urbaine. Depuis quelques années, ils partagent leur goût pour l'exploration, la grimpe, le parcours et l'aventure. Véritables athlètes, leurs vidéos sont réalisées par des professionnels et ne doivent en aucun cas être reproduites. Ils sont notre focus du jour, présenté par Dylan Kohler. Les amis, bienvenue dans ce camping illégal numéro 3. On est en hamac sur une grue. Non, ce n'est pas un fond vert. On vous explique tout ça. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers de Hit the Road, le duo de youtubeurs français qui repousse les limites de l'exploration urbaine. Clément Dumais et Paul RDB sont les visages intrépides derrière cette chaîne YouTube qui compte aujourd'hui plus de 895 000 abonnés. Tout a commencé en 2015 lorsque ces 2 amis d'enfance décident de partager leurs aventures en ligne. Leur spécialité, l'infiltration et l'escalade de lieux interdits et difficiles d'accès. Du sommet de la Tour Eiffel au gratte-ciel de Hong Kong, en passant par les profondeurs des catacombes de Paris, rien ne semble être trop grand pour ces 2 sportifs de l'extrême. Dès le lancement, leur chaîne YouTube ne tarde pas à exploser. Propulsés par des vidéos à couper le souffle. L'un de leurs exploits les plus marquants, l'escalade du Christ rédempteur de Rio, qui s'est d'ailleurs soldé par leur arrestation. Rien que ça. Mais Hit the Road, ce n'est pas que des défis hors du commun. Les 2 vidéastes utilisent leur notoriété pour sensibiliser à la préservation de l'environnement. En explorant des lieux abandonnés, comme la ville fantôme de Pripyat, près de Tchernobyl, ils révèlent la beauté cachée de ces endroits oubliés, tout en rappelant l'importance de les respecter. Il est 4 h du matin, c'est l'aube et on s'apprête à infiltrer un radiotélescope de l'ère soviétique abandonné mais gardé avec l'objectif de faire une photo au sommet de la parabole. Souhaitez-nous bonne chance. Oh là là les gars, c'est incroyable. Je suis au top d'un radiotélescope. Je vis un rêve. Athlètes confirmés, Paul et Clément se permettent de réaliser des acrobaties périlleuses dans n'importe quelles conditions et milieux. Vous l'aurez compris, Hit the Road est bien plus qu'une simple chaîne YouTube. C'est une réelle invitation au dépassement de soi et de ses limites. Bien que leurs vidéos ne doivent en aucun cas être reproduites. Depuis près de 10 ans maintenant, leur approche unique mêle adrénaline, découverte et réflexion. Nul ne doute que Clément et Paul continueront d'inspirer leur public à voir le monde différemment. Ne reste plus qu'à savoir à présent si vous ferez partie de la prochaine expédition. Les universités sont aujourd'hui des cibles très attractives pour les hackers. Elles abritent à la fois les données personnelles de milliers d'étudiants et des travaux de recherche sensibles. En 2024, 12% des attaques par rançongiciel en France ont visé l'enseignement supérieur, selon une étude menée par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Alors, que peuvent faire les établissements pour limiter les dégâts et ont-ils aujourd'hui les moyens de se protéger efficacement? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans la première partie du talk.
Et pour m'accompagner en visio aujourd'hui, Aymin Ben Awisha, Solution Engineer chez Outpost 24. Alors, on va peut-être commencer par poser les bases. Pourquoi les universités intéressent-elles tant les cybercriminels? J'en ai un petit peu parlé en introduction, mais je suis sûre que vous avez encore des choses à nous dire. Alors, merci encore Lisa. Les universités combinent aujourd'hui deux caractéristiques qui vont les rendre très très intéressantes pour les cybercriminels. La première, c'est qu'elles disposent de vastes quantités de données personnelles, donc celles des étudiants, des enseignants et des chercheurs. Et en même temps, elles abritent également des travaux de recherche, souvent innovants ou confidentiels. Et donc ces informations peuvent être monétisées, revendues sur le marché noir, ou même exploitées pour du cyberespionnage. Donc, concrètement, voilà les principaux éléments qui vont intéresser les hackers. De plus, nous avons une culture d'ouverture des universités avec des réseaux qui sont largement accessibles, qui peuvent faciliter parfois l'intrusion. À cela va s'ajouter le fait que les budgets en termes de réservation pour les outils de cybersécurité peuvent être assez limités. Donc à partir de là, en effet, on peut se retrouver avec des établissements qui sont mal équipés, peu équipés pour répondre à ce type d'attaque. Et pourquoi voit-on une augmentation ces dernières années d'attaques sur ces structures? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Alors, effectivement, c'est une tendance inquiétante. Les attaques sont de plus en plus ciblées. Aujourd'hui, on parle vraiment d'une industrie de la cyberinsécurité en quelque sorte. Les attaques sont souvent discrètes et sophistiquées et elles sont menées par des groupes qui sont de plus en plus organisés, parfois avec des objectifs économiques ou géopolitiques. Donc, par exemple, on a des chercheurs qui peuvent se retrouver cibles d'attaques par phishing, par intrusion sur leur ordinateur personnel ou sur des serveurs universitaires. Les statistiques officielles proviennent d'incidents déclarés. Est-ce qu'on peut imaginer que finalement c'est une évaluation biaisée liée notamment à un problème de sous-déclaration dans l'enseignement supérieur et donc que finalement le tableau est peut-être encore plus noir qu'on l'imagine? Alors, il y a effectivement ce paramètre. Il y a le fait aujourd'hui qu'on est sur un secteur qui est de plus en plus régulé et pour lequel les institutions se doivent de déclarer lorsqu'il y a des brèches. Donc, ça, c'est le rôle de la CNIL qui a aujourd'hui activement un rôle d'éducation et surtout pour renforcer en quelque sorte ces mécanismes de déclaration des universités. Maintenant, il est vrai que des fois, c'est pas toujours évident de déclarer ce type d'incident. C'est des éléments qui sont aujourd'hui en train d'évoluer, c'est des mentalités qui sont en train d'évoluer au sein des différents organismes, accompagnées effectivement par une communication qui se doit de plus en plus transparente, qui va apporter en quelque sorte une certaine garantie de transparence vis-à-de l'usage des données personnelles et lorsqu'il y a ce type de brèche. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, c'est des attaques qui sont de plus en plus sophistiquées, elles sont toujours présentes. Donc l'objectif, c'est au contraire d'être ouvert à ce type d'échange et de se comparer en quelque sorte pour apprendre un peu des bonnes pratiques des uns et des autres. Au sujet de cette sous-déclaration, j'imagine qu'il y a aussi une question de réputation pour les établissements qui ne déclarent pas ces incidents. Absolument. Il y a toujours cet effet de mauvaise pub, en quelque sorte. Maintenant, encore une fois, on est sur un monde qui est de plus en plus connecté. Les données circulent un peu partout. Il y a des clouds, il y a des applicatifs SaaS, il y a de l'IA qui commence en plus à être de plus en plus intégrée dans notre vie de tous les jours. Donc, la probabilité que des attaques arrivent est vraiment grande et elle continuera d'évoluer. Forcément, il y a une posture que les universités et les entreprises doivent prendre, qui est la communication, la gestion de ce type de crise. On l'a vu à plusieurs reprises ces derniers mois. Plus l'entreprise communique de manière transparente, plus le sujet peut devenir, au contraire, un gage de confiance pour les différents utilisateurs. Et quel type d'attaque touche le plus les campus? Est-ce que c'est du phishing, du rançongiciel, du piratage de comptes? Alors, il y a
plusieurs aspects à ce niveau. Il y a effectivement le fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'attaques sophistiquées avec l'usage de l'IA pour la partie phishing. Il y a également les intrusions qui sont de plus en plus courantes. Les intrusions sont plutôt causées par des problèmes liés à l'infrastructure, l'obsolescence matérielle, l'obsolescence logicielle, des éléments qui ne seraient pas patchés. Il y a aussi le fait que sur les universités et les campus, on a beaucoup d'accès Wi-Fi peu contrôlés qui peuvent autoriser, par exemple, des PC personnels à se connecter au réseau. Donc ça, c'est un élément qui augmente en quelque sorte la surface d'attaque. Ajouter à cela, on va dire, la culture, le fait que la sensibilisation n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, on a tendance, quand on est sur ce type de réseau privé, à cliquer un peu partout. Quand on regarde les attaques qui ont été les plus virulentes, elles ont été causées par un manque d'attention, tout simplement. Ce phénomène, est-ce que c'est un phénomène isolé ou au contraire c'est plutôt une tendance mondiale? Est-ce que la France est plus concernée que d'autres pays par les attaques sur ce type de structure? Alors non, on voit que c'est vraiment un phénomène mondial. Il y a une croissance au niveau de l'intérêt, parce qu'il y a des intérêts pécuniaires qui sont évidents. Il y a également le fait qu'avec l'IA, on arrive de plus en plus à produire du code malveillant, à produire des faux sites. Il suffit juste d'avoir accès à Internet et à un modèle qui permette de faire ça. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'avoir des années de coding derrière vous pour pouvoir lancer ce type d'attaque. C'est très très facile et il y a même des services qui vous permettent d'acheter des malwares ou de forcer par exemple la création d'une attaque DDoS ou d'un site frauduleux. Donc on va dire la démocratisation de ces outils qui viennent du dark web vont aujourd'hui augmenter cette tendance. Il y a également, encore une fois, l'intérêt financier qui est derrière. En quelques mots, parce qu'après on va devoir malheureusement prendre une petite pause, vous avez parlé de l'intelligence artificielle. Est-ce que finalement ça ne peut pas être aussi un outil, au contraire, pour lutter contre les attaques, cette intelligence artificielle ? Absolument. D'ailleurs, c'est le pari que prennent beaucoup d'entreprises du secteur privé, notamment Outpost 24. Et l'idée, c'est justement de mettre l'IA au service des défenseurs pour éviter que les attaquants, que ces attaques sophistiquées, qui gagnent en complexité et en quantité surtout, ne gagnent un peu plus de terrain. Je le disais, il est déjà temps de prendre une petite pause avant de reprendre notre discussion. Et pour ce faire, je vous propose de faire cap sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet. C'est l'œil de Dylan Kohler.
Et nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité Aymen Benaouicha, Solution Engineer chez Outpost 24. On va continuer à parler avec vous de cybersécurité et notamment au niveau des enseignements des établissements d'enseignement supérieur. C'est tout de suite après la chronique d'Etanit Belaïch qui a une idée derrière la tech. Qui n'a pas déjà eu son téléphone cassé? Vous l'avez peut-être vécu. Vous voyez votre téléphone tomber, son écran se briser et là vous vous dites « Oh là là, je vais devoir attendre quelques jours avant de pouvoir récupérer mon téléphone en bon état ». C'est notamment le cas de notre chroniqueuse Etanit Belaïch, je crois. Eh bien, dites-vous que si le délai de réparation d'un mobile en boutique peut aller de quelques heures à 10 jours, des techniciens passionnés se sont affrontés à la mi-septembre dans le cadre d'une Coupe du Monde de la réparation d'iPhone. Et oui, ça existe et ils se sont affrontés lors de la finale du CGC World Cup, la plus grande compétition mondiale de réparation mobile au monde, organisée par le leader de la réparation en Chine, Gelon. Elle a démarré le 17 septembre à Canton et s'est achevée le lendemain. Plus de 300 concurrents issus de 30 pays se sont fait face dans plusieurs catégories, parmi lesquelles la réparation de processeurs d'iPhone et le Screen Pressing Contest. C'est le concours qui évalue la pose d'écran de protection sur les smartphones. Attention, sans bulle d'air évidemment. L'idée, quelle que soit la catégorie, était d'effectuer la meilleure réparation, ou en tout cas la meilleure protection le plus rapidement possible et avec la plus grande précision. Et cette précision a d'ailleurs fait le buzz sur le web. Avec en particulier une vidéo qui a accumulé 7 millions de vues. Elle est tirée du concours indonésien de réparation d'iPhone, le CGC de Bornéo, qui a eu lieu les 30 et 31 août 2025. Et on y voit un certain Fouad Hassan, réparateur de téléphone, prié, entouré de ses collègues de chez Fix Apple Solutions, venus le soutenir pour que l'iPhone qu'il vient de réparer en 3 minutes et 15 secondes se rallume. Regardez son explosion de joie quand le téléphone redémarre au bout de quelques secondes. Il vient de battre le record de réparation de processeur d'un smartphone Apple. Imaginez qu'un technicien puisse réparer votre téléphone en 3 minutes. C'est digne d'une machine. Il s'est ainsi qualifié pour la finale de la Coupe du Monde qui, on le disait, a eu lieu il y a quelques jours en Chine. L'occasion de mettre sur le devant de la scène les meilleurs techniciens mobiles de la planète. Techniciens qui opèrent presque comme des scientifiques avec des loupes, des microscopes, des appareils à souder, à l'image de Beau Dorsey, un ex-marine américain qui s'amuse depuis 2008 à désosser des montres Apple et des iPad mini, mais aussi à souder, puis à dessouder des portables d'occasion. Alors on ne sait pas si Apple va bientôt sponsoriser cette Coupe du Monde ou la saboter pour nous vendre plus d'iPhone 9. Mais en attendant, saluons ces chirurgiens du smartphone, ils opèrent plus vite que l'ombre d'une notification. Merci beaucoup Etanit Belaïch pour cette chronique. J'espère que vous récupérez votre téléphone avant 10 jours ouvrés, sinon on sait où est-ce que vous devez l'envoyer. Il est temps de reprendre nos discussions dans la seconde partie du talk, cette fois-ci sur la cybercriminalité. Et c'est toujours en compagnie de mon invité Aymen Benaouicha, Solution Engineer chez Outpost 24. Alors, je voulais savoir, de votre côté, comment on peut sécuriser les accès à distance, les VPN par exemple, sans compliquer la vie des étudiants. Alors, c'est une excellente question parce qu'en effet, il faut avoir des réflexes. L'idée, c'est vraiment d'utiliser des mots de passe qui sont robustes, uniques pour chaque type de service, que ce soit les VPN ou les accès à des services SaaS. On peut également parler de la double authentification, donc la MFA. C'est le fameux code que vous pouvez recevoir sur votre téléphone à travers un SMS ou à travers une application d'authentification. Des fois, on peut également travailler avec des liens uniques qui sont envoyés à votre messagerie. L'idée, c'est vraiment de rendre la tâche difficile aux attaquants qui vont chercher à voler et à deviner un peu ces mots de passe. L'autre aspect, c'est aussi d'éviter de cliquer sur les liens, faire attention aux pièces jointes dans les emails, puisque c'est une technique très
courantes de phishing. Et enfin, il faut aussi, lorsque on utilise les devices, les machines, mettre à jour régulièrement ces appareils et les logiciels, patcher, installer les mises à jour. Ça permet aussi de réduire un peu l'exposition à des vulnérabilités logicielles. Les backups sont essentiels. Comment s'assurer qu'ils ne sont pas eux-mêmes compromis durant une attaque ? Alors, c'est un gros sujet. Les backups sont extrêmement essentiels, notamment pour permettre à une entreprise d'avoir une résilience et aussi pour nos données à nous. Donc, le plus important, c'est d'avoir des services de confiance. Il y a plusieurs types de backups. Il y a des backups qu'on peut avoir à petit budget, en quelque sorte, localement chez nous. On peut également utiliser des services cloud. Les services cloud sont de plus en plus présents aujourd'hui avec une facilité d'installation et aussi avec la garantie qu'on va profiter de toute l'infrastructure sécurisée de ces cloud providers lorsqu'il s'agit de récupérer les données. Comme vous l'avez dit, ces outils ont un coût. Est-ce que la cybersécurité doit devenir un poste budgétaire prioritaire aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, selon vous ? Absolument, absolument. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas arriver. En tout cas, aujourd'hui, on est vraiment sur une approche classique où on considère la cybersécurité comme un centre de coût, alors qu'il y a un enjeu stratégique. L'enjeu stratégique, c'est premièrement, la protection des données, des données des étudiants, des professeurs, des chercheurs, la protection bien sûr de la propriété intellectuelle, parce que les universités, encore une fois, abritent beaucoup de travaux de recherche qui peuvent être monnayés. Et donc, il y a un enjeu stratégique. Donc, en quelque sorte, on est face justement à quelque chose qui doit changer, qui doit rentrer un peu plus dans les mœurs. Quels sont les signes qu'une attaque est en cours, auxquels un étudiant ou un enseignant ou même un autre membre du personnel administratif doit être attentif ? Alors, il y en a plusieurs. Si on prend par exemple le phishing, vous allez avoir des attaques qui vont essayer d'utiliser les canaux de communication officiels qui se font passer par exemple pour l'université, éventuellement un ami ou un service spécifique. Donc ce type de mail doit éveiller en quelque sorte l'attention de l'étudiant. Donc la première approche, c'est de vérifier avant de cliquer. Même si on est dans une urgence, même si dans le titre du mail il y a une urgence exagérée en quelque sorte. Donc ça permet éventuellement de se méfier un peu. Et après, dans les bonnes pratiques, ce qu'il faut, c'est ne pas cliquer sur l'email, vérifier via les canaux officiels. Donc s'il y a un intranet, s'il y a un site institutionnel, il faut plutôt se connecter directement sur le site, ne pas cliquer sur les URL et remonter l'information. Bien sûr, remonter l'information au service IT responsable de la sécurité de l'infra. Et Tanit, vous aviez une question. Est-ce que vous avez une stratégie de sensibilisation des institutions universitaires et des étudiants ? Je veux dire, est-ce que vous les sensibilisez à ces dangers aujourd'hui ? Alors, en effet, on essaie d'être le plus proche justement de la sensibilisation en amont. On va plutôt essayer avec des formats courts, avec des messages percutants, avec des mises en situation. L'objectif, c'est pas de faire peur parce que l'outil est là pour être utilisé. C'est plus de sensibiliser à une facette qui est peut-être cachée, la facette des personnes qui sont malveillantes, des attaquants qui veulent utiliser ces canaux légitimes pour voler des identifiants et voler les données personnelles. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche pédagogique, accompagner, sensibiliser, mettre en situation tout au long du cursus. Et plus on commence tôt, bien sûr, mieux c'est. Donc, instaurer une culture de la
sécurité numérique en quelque sorte, parler de la confidentialité des données, éduquer les enfants à ne pas partager leurs mots de passe, à utiliser des mots de passe complexes. Ça leur permet un peu, dans un style de jeu, d'avoir ces bons réflexes dès très jeunes. Est-ce que justement les étudiants sont plus vulnérables parce qu'ils utilisent souvent les mêmes mots de passe? Alors absolument. L'usage d'un seul mot de passe, c'est vraiment prohibé. Il faut que ça devienne un réflexe d'avoir un mot de passe unique, assez complexe par service. Donc on a plusieurs techniques aujourd'hui. On peut parler éventuellement des passe-phrases qui sont des mots de passe, mais qui sont constitués par plusieurs mots qui n'ont pas de rapport entre eux. Plus la combinaison est aléatoire en quelque sorte, et plus les mots sont longs, mieux c'est pour la sécurité. Après, pour personnaliser le service, on peut toujours, par exemple, ajouter éventuellement pour le compte Instagram, Instagram, TikTok, etc., etc. Mais voilà, le fait de réutiliser les mots de passe augmente les probabilités de la réussite d'un attaquant. Est-ce que dans le cadre des attaques sur les établissements d'enseignement supérieur, les smartphones sont aussi devenus peut-être la première porte d'entrée pour les hackers, puisqu'on a quand même un public assez jeune dans les universités et grandes écoles? Absolument. Excellent, effectivement, parce que c'est un point qui revient souvent. Le smartphone est aujourd'hui utilisé de plus en plus par les plus jeunes également. C'est un équipement qui est connecté au réseau, et à partir du moment où il est connecté, accessible sur Internet, il peut également être utilisé comme un point de rebond pour attaquer, pour accéder aux services internes de l'université. Donc l'idée, c'est de sécuriser au maximum les accès, d'avoir une segmentation réseau au niveau des universités, et en même temps de sensibiliser les utilisateurs de ce type de device à mettre à jour, patcher régulièrement, installer les dernières fonctionnalités de sécurité, et surtout faire attention où ils cliquent et où ils vont. En imaginant un scénario où un hacker passerait par le biais d'un étudiant pour accéder plus largement au système et donc opérer une attaque plus globale sur l'établissement, est-ce que la responsabilité d'un étudiant peut être engagée? Alors, c'est une bonne question. Il y a une responsabilité de l'organisme, donc concrètement de l'université, qui se doit de mettre en place tous les garde-fous en quelque sorte. Donc on parle de points de contrôle au niveau du périmètre, mais on parle également de plus en plus de segmenter les réseaux, d'installer les outils de monitoring et de détection en amont pour éviter qu'une attaque se propage. Maintenant, s'il s'agit d'une erreur humaine, malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver. Par contre, s'il y a des intentions malveillantes de l'étudiant, alors là, effectivement, sa responsabilité peut être engagée. Est-ce que, selon vous, le fait que les universités aujourd'hui ne soient pas assez protégées, ça relève plutôt d'un problème technique ou d'un problème humain? Est-ce qu'on n'a pas assez d'équipes peut-être IT dans les universités? C'est une combinaison des deux. On voit de plus en plus d'équipes qui font aujourd'hui appel à de la prestation externe, à du service managé, voire à de l'IA de plus en plus, parce que, encore une fois, on est sur une guerre asymétrique en quelque sorte. Hein. On a des équipes réduites, on a des investissements réduits côté université-école. En face, nous avons beaucoup plus de présence et d'intérêt justement du côté des hackers. Donc, l'enjeu est là. L'enjeu, c'est vraiment de travailler sur une revue de comment on construit les budgets, en quelque sorte, autour de l'IT et autour de la cybersécurité, mais également de travailler sur la formation des très jeunes, de ces jeunes adultes qui vont arriver sur le marché et qui vont pouvoir répondre présent lorsque, justement, on a des besoins de resourcing sur ces sujets-là. Voilà, c'est un enjeu qui est, je pense, long terme, mais qu'on commence à avoir de plus en plus des solutions, notamment basées sur l'IA, pour essayer d'y répondre.
Merci beaucoup Aymen Benawisha. Je le rappelle, vous êtes Solution Engineer chez Outpost 24. On retiendra de cette émission qu'il faut donc sensibiliser les jeunes et les moins jeunes, ne pas se précipiter quand on a des mails avec un motif urgent, des mots de passe robustes aussi et tant d'autres conseils dans cette émission. Merci aussi à Etanit Belaïch pour ses chroniques toujours aussi passionnantes. Merci également aux équipes en régie et à Édouard Deniot d'avoir produit cette émission. Mais surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec grand plaisir, toujours sur School TV à 12h30. D'ici là, portez-vous bien.